Non. On entend? Ah, bon, très bien. Écoutez, vous savez, je suis très maladroit avec le micro, alors vous me pardonnerez, je vais faire de mon mieux. Je ne vais pas vous faire un exposé de spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste de la Chine. Je ne parle pas le chinois, je n'ai pas vécu en Chine. Donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur la Chine et très probablement je ne pourrai pas répondre aux questions que vous souhaiterez me poser, à toutes les questions. Mais bon, j'en sais quand même assez pour avoir fait des voyages, comme vous le disiez Denis, pour avoir lu nombre d'ouvrages, pour avoir fréquenté des intellectuels chinois. Je crois que j'en sais quand même assez pour essayer de vous dire, c'est mon propos ce soir, pourquoi, est-ce que ça va bien comme audition? Bon. Pourquoi la Chine nous intéresse, pourquoi elle devrait nous intéresser, et d'abord je vais dire pourquoi elle m'intéresse moi. J'ai travaillé pendant de nombreuses années, dans les années 90, sur des socialismes possibles, après l'échec des socialismes réels, socialisme historique, un échec d'ailleurs qui n'était pas total, mais enfin. Et j'ai lu à cette époque-là une très abondante littérature, essentiellement d'origine anglo-saxonne, sur des modèles de socialisme, on peut dire. J'ai essayé d'en tirer mon profit personnel. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'expérience chinoise, que j'avais complètement désertée depuis la fin des années 70. Depuis la fin du maoïsme, il me semblait que ça n'avait vraiment rien d'intéressant. J'ai commencé à m'y intéresser parce que je me suis dit que peut-être, on y trouverait le début de construction, le début seulement, de construction d'une espèce de socialisme de marché. Au sortir, donc, d'un socialisme qui était un socialisme, le socialisme maoïste de planification impérative, qui avait largement aboli le marché, qui ressemblait un peu au système soviétique, mais qui était quand même assez différent. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire de la Chine contemporaine, mais vu d'aujourd'hui, je dirais que le maoïsme, pour moi, était une expérience utopique. Utopique, qui ne pouvait pas correspondre à l'état du pays, qui était un état très pauvre, très fermé sur lui-même, très bureaucratisé. Bon. Donc c'était une espèce de passage volontariste au communisme, et ça ne pouvait pas marcher. Je suis tenté que la chose fût possible. Alors, à la fin des années 70, après la mort de Mao, il y a eu un nouveau cours chinois qui ressemble étrangement à la nouvelle politique économique de Lénine. Vous vous souvenez peut-être que dans les années 21-23, après le communisme de guerre, Lénine avait tenté une expérience d'un genre de socialisme de marché, la NEP. Eh bien, c'est une sorte de NEP que les Chinois ont entrepris d'établir, et c'est ce qu'ils appellent, depuis ce moment-là, la politique de réforme et d'ouverture. Pour refaire très rapidement un petit peu d'histoire, la transition de l'ancien système au nouveau système a été extrêmement douloureuse pour la population. Elle a profondément déstabilisé cette société. Et on peut dire que la reconstruction était très lente, qu'elle est toujours en cours, mais que le système politique et économique chinois a acquis une certaine maturité telle que nous pouvons aujourd'hui l'interroger et lui demander ce qu'il peut nous apprendre, ce qu'il a de vraiment nouveau dans le cours de l'histoire. Et même, ça va être la fin de mon propos, est-ce qu'on peut en tirer des leçons, positives ou négatives, pour nous? Je vais procéder en 4 temps. Et je ne sais pas si je pourrais faire le troisième, on verra si je suis trop long sur les 2 premières. Dans la première partie, je vais montrer que les politiques économiques chinoises sont des politiques de type keynésien. De type keynésien, c'est-à-dire totalement opposées aux politiques que nous connaissons ici, qui sont des politiques néolibérales. Vous verrez point par point combien ça diffère. Et ça, vous verrez, ce ne sera pas difficile à comprendre. Je m'excuse par avance de faire de l'économie devant vous, mais rassurez-vous, vous allez tout comprendre. D'abord, l'économie n'est pas une chose très compliquée, finalement. Une fois qu'elle est d'abord difficile, mais après, c'est pas très compliqué.
Et donc ce sera ma première partie. Qu'est-ce que c'est que ce système économique, politico-économique de type keynésien? Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Et en particulier, comment fait-il face à la mondialisation? Ma deuxième partie sera: est-ce que l'on peut y trouver au moins l'ébauche d'un socialisme de marché? Ma troisième partie, alors là, ça sera les plus longues, hein. La troisième partie, ce serait, si j'ai le temps, ce serait de me demander où va la Chine aujourd'hui, hein, puisqu'il y a quand même un changement de modèle qui est en train de s'opérer, suite à un certain nombre de déséquilibres sérieux qui caractérisent l'économie chinoise. Bon. Et la quatrième partie, celle-là je voudrais pas la sauter, ou en tout cas, sinon je vous la laisserai sous votre responsabilité. Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nous dans ce pays? Alors ma première partie, eh bien donc la politique chinoise, c'est une sorte de nouveau keynésianisme. Et il faut que je vous dise rapidement qu'est-ce que c'est que le keynésianisme. C'est assez simple finalement. L'économie néoclassique considère que le marché donne une information parfaite et que l'on connaît les marchés futurs. Ça l'arrange bien. Keynes remarque au contraire que cette information est très imparfaite. Et Dieu sait s'il y a eu des études depuis pour montrer que c'était le cas, de l'asymétrie, bon. Et aussi qu'on ne les connaît pas, les marchés futurs, ou très peu, très peu. Dans ces conditions, la demande anticipée par les entrepreneurs est une demande qui peut être correcte ou qui peut être une mauvaise anticipation, ou même des entrepreneurs qui restent dans l'expectative parce qu'ils ne connaissent pas le futur. Alors dans ces conditions, ils font de mauvaises embauches. S'ils font de mauvaises embauches, ça fait du sous-emploi. Si ça fait du sous-emploi, ça fait une demande insuffisante et l'économie entre plus ou moins en crise. C'est-à-dire qu'elle reste en deçà de ses capacités de production et en deçà du niveau de plein emploi. Bon, notez au passage que c'est très exactement ce qu'on observe aujourd'hui dans nos pays. Une économie qui stagne. Et alors, dans ces conditions, Keynes se dit, eh bien, il y a une solution, hein, c'est à l'État de relancer la demande. Il peut le faire de diverses façons, et notamment par des investissements publics. Alors, donc voilà, mais maintenant j'aborde mon premier point, maintenant que vous voyez le cœur de la pensée keynésienne. Mon premier point, c'est la politique budgétaire. La politique budgétaire chinoise est bien en effet de type keynésien. Les autorités chinoises, depuis 30 ans, font chaque fois que de besoin est, de la relance. Et de la relance, notamment par des investissements publics, pas seulement, notamment pour des investissements publics. Vous avez donc des plans de relance constants, quelquefois massifs. C'est ainsi, par exemple, que lors de la grande crise économique et financière de 2007-2008, les Chinois ont fait un plan de relance de plus de 400 milliards de dollars, et du coup, le taux de croissance est resté ce qu'il était. La Chine n'a pas souffert de cette crise. Deuxième atout qu'ont les Chinois pour une politique budgétaire, c'est leur appareil de planification. Donc ça, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure, mais voyez que la planification, c'est intéressant parce que ça éclaire l'avenir. Ça empêche de rester dans l'incertitude et dans le tâtonnement aveugle du marché. Alors, cette politique budgétaire a donné des résultats impressionnants. La fameuse croissance chinoise, qui représente une gêne pour les économistes du courant dominant. Alors ils ont une réponse, ils disent bah oui, mais tout ça, ce n'était en fait qu'un phénomène de rattrapage. Bon. Eh bien non, qu'il y ait une part de rattrapage, c'est certain. De même que nous avons eu dans les années d'après-guerre une part de rattrapage parce que nous avons importé des technologies états-uniennes. De même, à travers des investissements étrangers, les Chinois ont importé rapidement du savoir-faire, des technologies, donc ça c'est du rattrapage.
Mais c'est beaucoup plus que ça. Si vous comparez avec les autres pays émergents, hein, qui ont essayé aussi de faire du transfert de technologie, les résultats sont 2 fois, 3 fois supérieurs et d'une constance remarquable. Bon, vous le savez, mais enfin quand même je le rappelle pour mémoire, le PIB chinois en 30 ans a été multiplié par 20, de 1 à 20, c'est-à-dire 2000%. Et le PIB par habitant, hein, c'est autre chose, PIB par habitant, qui était de 2% de celui des États-Unis en 1980, est aujourd'hui de 24%. Donc c'est une croissance spectaculaire et unique dans l'histoire. Bon, je mets croissance entre guillemets, on reviendra sur le problème de la croissance. Deuxièmement, après la politique budgétaire dont je viens de vous parler, la politique monétaire chinoise. Ça aussi, c'est des idées de Keynes. Keynes pense qu'il faut avoir une politique monétaire active. Alors la politique monétaire aussi, les libéraux l'utilisent, hein, sauf les hyper-libéraux, mais qui n'ont jamais pu vraiment s'en passer. On n'a jamais pu s'en passer. Alors la politique monétaire, ça consiste, vous le savez, je rappelle rapidement, ça consiste à agir sur le crédit aux entreprises par l'intermédiaire de la Banque centrale, de ses taux directeurs, qui en variant ces taux directeurs, les taux qu'elles prêtent aux banques, jouent sur le taux auquel les banques prêtent aux entreprises. Donc c'est un moyen ici d'agir sur l'activité. Très bien, mais Keynes va plus loin. Il pense qu'il faut une politique beaucoup plus forte et une politique qui encourage tout ce qui sert l'économie réelle et qui décourage la spéculation. Alors, la Chine, de fait, a fait un usage intensif de sa politique monétaire. Et je vais vous expliquer rapidement comment. Quels sont les objectifs d'une politique monétaire ? Premier objectif, c'est de garder l'inflation à un certain taux. Hein, puisque vous créez de la monnaie, les banques créent de la monnaie, la Banque centrale donc joue sur cette création de monnaie. Si vous créez trop de monnaie, eh bien les prix vont s'envoler. Donc il faut limiter l'inflation. C'est le premier objectif. Mais permettez-moi à ce sujet de vous dire que l'inflation n'est pas une mauvaise chose. Contrairement à ce qu'on nous dit souvent, on dit l'inflation c'est pas bien du tout parce que l'inflation ça grève le pouvoir d'achat des ménages. Les prix sont plus élevés et avec leurs moyens d'achat ils ont moins. En réalité, c'est surtout la rente qui est touchée par l'inflation. Si la rente est supérieure, si l'inflation est supérieure au taux d'intérêt, à ce moment-là, la rente se dévalorise. Notez qu'aujourd'hui, ce serait une des solutions pour réduire les fameuses dettes souveraines. Ce serait de faire de l'inflation. Rappelez-vous, ceux qui s'en souviennent, que pendant les 30 Glorieuses, l'inflation était relativement élevée et les rentiers n'étaient pas à la noce. Ils ont même eu, pendant une courte période, des taux d'intérêt négatifs. Donc, les taux d'intérêt très bas sont surtout à l'avantage des rentiers, beaucoup plus que des salariés, parce que les salariés et les retraités, enfin les salariés d'abord, peuvent toujours se battre pour faire augmenter les salaires. Les retraités ne peuvent pas. Donc, premier objectif, l'inflation. Alors, qu'est-ce que fait la Chine ? Eh bien, elle ne se préoccupe pas de maintenir l'inflation à 2% rigoureusement, etc. Simplement, elle demande à sa banque centrale de surveiller le taux d'inflation pour qu'il corresponde à la progression de l'activité. Ensuite, la banque centrale agit sous le contrôle du gouvernement, mais ce que j'ai oublié de vous dire, et puis maintenant je vais vous le dire, parce que c'est très important, c'est que la banque centrale chinoise n'a rien à voir avec la Banque centrale européenne. La Banque centrale chinoise n'est pas du tout indépendante, elle n'est même pas autonome. La Banque centrale chinoise est un département ministériel du gouvernement et elle obéit aux ordres du gouvernement.
Elle obéit aux ordres du gouvernement, elle peut avoir ses vues propres, mais finalement, elle obéit aux ordres du gouvernement. Donc, si le gouvernement dit, voilà, on ne va pas dépasser ça comme inflation, elle fait en sorte que. Bon, ensuite, maintenant que vous savez ça, et vous voyez comme c'est important, la Banque centrale chinoise agit de manière très volontariste sur les taux d'intérêt. Comme les autres banques, à travers les taux directeurs dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi à travers un autre instrument, bon ça c'est un peu de la technique, mais un autre instrument qui s'appelle les réserves obligatoires. Réserve obligatoire, ça veut dire que les banques sont obligées de geler une partie de leur création de monnaie auprès de la Banque centrale. Donc en jouant sur cet accordéon, en quelque sorte, on peut jouer sur la quantité de monnaie. Or, nous, on s'en sert plus de ça. On s'en est servi il y a longtemps, autrefois. Du taux de réserve obligatoire, on s'en sert plus. Et pourtant, c'est un instrument très efficace, utilisé par les Chinois. Troisièmement, ces taux d'intérêt chinois ne sont pas soumis au mouvement du marché de l'offre et de la demande de monnaie. Ils ne sont pas administrés, comme il était à l'époque maoïste, ou en Union soviétique. C'est-à-dire fixés par l'État sans tenir compte de l'offre et de la demande en général. Ils sont semi-administrés. Je vous explique. Semi-administré, ça veut dire qu'il y a des taux de référence, un taux de référence plafond et un taux de référence plancher pour la rémunération de l'épargne et pour le crédit aux entreprises. D'un côté pour les épargnants, de l'autre côté pour les utilisateurs de l'épargne. Et il y a des marges de variation possibles. Mais donc ces taux de crédit sont encadrés. Et s'ils sont encadrés, vous voyez tout de suite que ça donne un certain horizon, une certaine clarté à l'horizon pour les acteurs économiques. Ils ne sont pas en train de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et donc, ils ne peuvent plus spéculer à loisir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est très keynésien, ça. C'est pour favoriser l'économie réelle, à travers la demande, c'est ça qui est important, on fera la différence avec la théorie de l'offre, et c'est pour décourager la spéculation. Troisième volet de notre politique économique chinoise. Eh bien, je dirais un bon usage du déficit budgétaire. Alors là, je vais faire un petit excursus à nouveau. On nous dit que le déficit budgétaire, c'est une mauvaise chose et qu'il n'y a qu'une solution, c'est de le réduire le plus vite possible pour arriver à un excédent budgétaire. Eh bien non. Si on a un excédent budgétaire, parfait, mais c'est rare. Mais le déficit budgétaire est une bonne chose. C'est une bonne chose pour une raison facile à comprendre, c'est qu'un État a besoin de s'endetter pour des investissements d'avenir, pour créer des hôpitaux, pour des lignes de chemin de fer, ou que sais-je, il a besoin de s'endetter s'il n'a pas les ressources suffisantes sur le moment. C'est exactement comme une entreprise. Une entreprise qui veut se développer ne peut pas se contenter de s'autofinancer. Elle emprunte. Elle peut même emprunter massivement. Vous pourrez observer aujourd'hui que les grandes entreprises empruntent, mais massivement. Elles vivent à crédit pratiquement. Donc le crédit en soi, pour l'État, la dette pour l'État, a priori, n'est pas du tout une mauvaise chose. Que fait la Chine ? Quand elle s'endette, elle n'hésite pas à s'endetter, mais elle le fait quand même. Ça marche l'audition ? Elle le fait de manière assez limitée. À titre d'information, la dette de l'État central chinois est aujourd'hui de 55% du PIB. Bon, c'est raisonnable. Nous sommes près à près de 100%. Bon. Et si la Chine peut faire ainsi, c'est-à-dire s'endetter sans que ça lui coûte, s'endetter de manière, comprenez bien, à créer de la croissance. Si vous créez de la croissance, si vous vous endettez pour faire fonctionner l'État, bon, ça c'est pas bien. Mais si vous vous endettez pour vraiment investir, pour créer de la croissance, vous aurez des rentrées fiscales. Et ces rentrées fiscales vous permettront de rembourser
le capital et de payer vos intérêts. Donc voilà, la dette doit pas être supérieure au taux de croissance, mais elle peut être presque égale au taux de croissance. Alors qui plus est, la Chine a trouvé le moyen de s'endetter à moindre coût. Comment fait-elle? Vous allez voir tout de suite les différences avec nos pays. Premièrement, en tout cas avec l'Europe. Premièrement, l'État chinois s'endette auprès de sa propre banque centrale, dans une petite proportion. Bon. C'est interdit en Europe. La banque centrale ne peut pas prêter aux États. Mais d'autres pays le font. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Bon, les États-Unis massivement prêtent à leur État. Bon, ça c'est donc pas tout à fait une originalité. Mais là où ça change, c'est que l'État chinois s'endette auprès de ses propres banques. Il ne s'endette pas sur les marchés internationaux, auprès de tous les investisseurs du monde entier, hein, fonds de pension, fonds d'assurance, etc. Il s'endette auprès de ses propres banques. Hein. Et comme il a encadré les taux d'intérêt auxquels ces banques peuvent prêter, donc il peut emprunter à ses propres banques à un coût qu'il détermine finalement. Ce qui lui permet de s'endetter dans des conditions tout à fait raisonnables. Hein, et pourvu qu'il y ait de la croissance, la dette ne sera pas un problème. Alors, nous venons de voir 3 points. Hein. Le premier point, c'était la politique budgétaire. Nous avons vu la politique monétaire et nous venons de voir l'endettement public. Eh bien, voici un 4e point dans ce nouveau keynésianisme. Le 4e point, c'est que la politique chinoise est une politique de soutien au salaire. Alors vous allez me dire, c'est curieux, pourtant les salaires chinois sont tellement bas, etc. Oui, il l'était. Mais par le mouvement des choses, mais notamment à travers à travers le plein emploi, car il y a un quasi plein emploi, à travers la progression de l'économie, les salariés ont demandé toujours plus, et donc voilà, il y a une poussée spontanée des salaires. Bon, ça pourrait être simplement cela. Mais l'État chinois soutient la montée des salaires. Je voudrais dire avant, pour ne pas oublier de vous dire ceci, c'est que pourquoi c'est bien de soutenir la montée des salaires? Ce qui est alors ici l'inverse de la politique de l'offre. La politique de l'offre, vous le savez sans doute, c'est de baisser les salaires pour être plus compétitif. C'est de baisser les salaires et les prestations sociales. C'est toutes les politiques qui ont cours en Europe. Ici, c'est une politique contraire d'augmenter les salaires. C'est bien parce que ça permet d'augmenter la demande effective, la demande adressée aux entrepreneurs, donc de remplir leur carnet de commandes. Bon, première chose. Et deuxièmement, c'est bien parce que les salariés consomment relativement plus que les non-salariés. Et donc ça soutient l'activité. Les non-salariés, les détenteurs de capitaux, de quelque sorte que ce soit, les rentiers, tout ce que vous voulez, eh bien, ils consomment relativement moins, en proportion, c'est bien connu, de tout le monde, et de Keynes en particulier, parce qu'ils épargnent davantage. Tandis que le salarié le plus pauvre, il n'épargne rien du tout. Il consomme tout. Et d'autre part, quand ces classes favorisées consomment, eh bien, elles consomment souvent des produits importés de l'étranger, ou bien elles vont dépenser à l'étranger. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour soutenir l'activité de soutenir la classe salariale dans son ensemble que de soutenir les autres parties de la population. Je reviendrai dans ma dernière partie sur l'absurdité de cette théorie de l'offre, surtout en Europe.
elle a un intérêt pour doper les exportations, mais dans le cas de l'Europe, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Bon, alors qu'en est-il de la Chine? Donc je vous disais, elle, non seulement il y a une poussée des salaires, mais encore l'État chinois va dans le sens, renforce la demande des salariés par des augmentations régulières du salaire minimum. J'ai un exemple, là, le plan quinquennal 2010-2015 prévoyait que le salaire minimum serait rehaussé de 13% au moins par an. Voilà. Mais c'est le plan qu'il prévoit et ça a été réalisé. Ou également par le développement des prestations sociales, ce dont je reparlerai un petit peu plus tard. Alors, d'abord, donc, il soutient cette politique. Au lieu de... Alors, on aurait pu craindre que, face à la concurrence d'autres pays encore à plus bas salaire, face au chantage des multinationales disant bah, écoutez, si vos salaires augmentent, nous, on ira faire produire ailleurs, au Vietnam, au Bangladesh, ou aux Philippines, ou ailleurs, face même à une pression des entreprises chinoises qui ne seraient pas prêtes à délocaliser, en partie, l'État chinois n'a pas du tout une politique le gouvernement chinois n'a pas du tout une politique de laisser les salaires au plus bas. Il les augmente, et deuxièmement, alors il a la solution de long terme, c'est-à-dire favoriser développer la formation, développer la technologie, monter en gamme, et les résultats, eh bien, faire de la recherche-développement. Et les résultats sont déjà spectaculaires. Vous les connaissez, vous en avez entendu parler par la presse, dans divers domaines, les TGV, l'industrie nucléaire, l'industrie spatiale et tant d'autres, et les éoliennes et que sais-je. La Chine est maintenant en pointe du progrès technique. Alors, ça c'était donc mon quatrième point, soutien au salaire, donc à la demande, et pas du tout à l'offre, pas du tout aux produits moins chers par une baisse des salaires. Dernier point, la Chine finance principalement encore aujourd'hui son économie, encore aujourd'hui, par le crédit bancaire et non pas par les marchés financiers. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi elle a fait de plus en plus appel aux marchés financiers. Mais disons que pour le moment, ça reste une économie de crédit. Une économie de crédit qui est assez originale, puisque le crédit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reste relativement encadré. Donc, on évite ici les risques d'une explosion du crédit, comme on a connu en Occident. Vraiment, l'économie était dopée au crédit, en particulier aux États-Unis. Bon, en particulier dans l'immobilier, tout le monde connaît l'histoire des subprimes. Soit on risque donc d'en faire trop, soit on risque de ne pas en faire assez, des banques qui ne prêtent pas assez. Ici, comme le crédit est relativement encadré, cette économie de crédit, principalement, peut fonctionner relativement bien. Voilà pour cet aspect keynésien. Maintenant, je voulais passer à un autre aspect, c'est comment ce keynésianisme s'est adapté à la mondialisation. Tout le monde connaît la Chine comme puissance exportatrice. Effectivement, les exportations ont représenté une part importante, très importante du PIB. Je dirais peut-être même tout à l'heure que, si on a le temps de parler d'où va le modèle chinois, trop importante. Avec tout de même une nuance. Si la Chine exporte beaucoup, elle importe presque autant. Donc la Chine n'est pas vraiment la puissance mercantiliste qui ne fait qu'exporter. C'est pas l'Allemagne. Elle importe beaucoup. Mais enfin, avec sa taille, un petit excédent commercial, ça fait beaucoup d'argent. Alors, comment s'est-elle adaptée à la mondialisation ? Je ne voudrais pas sauter quelque chose d'important. Oui, nous parlions de l'exportation.
Nous parlions de l'exportation, et ici, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C'est que qu'est-ce qui a fait le succès de la Chine à l'exportation? Tout le monde dit c'est le bas coût de sa main-d'œuvre. Bien, c'est largement faux. C'est largement faux parce que dans le coût des marchandises produites en Chine, le coût de la main-d'œuvre représente entre 4 et 10% du prix. Alors comment ça se fait qu'elle a eu ce succès à l'exportation? Parce que en Chine, les intrants, ce qu'on fait rentrer dans la production, c'est-à-dire les matériaux, l'électricité, les produits chimiques, etc., tous les intrants étaient moins chers qu'ailleurs. Et pourquoi étaient-ils moins chers? Parce qu'ils étaient et sont toujours produits par des entreprises d'État géantes. Des entreprises d'État géantes qui donc réalisent de grandes économies d'échelle et dont l'objectif principal n'est pas d'enrichir des actionnaires. Donc ça, bien sûr, vous me direz, oui, mais les salariés dans ces entreprises d'État sont quand même payés moins cher que dans nos pays, par exemple. Certes, mais ils sont quand même mieux payés que dans le reste du secteur. Donc le grand secret ici, je pense, de cette capacité exportatrice de la Chine, il est là. Alors, deuxièmement, la Chine, dans la mondialisation, non seulement a su exporter ses marchandises avec ces atouts-là, mais encore, elle a su se protéger. Moi, je suis toujours un peu agacé quand j'entends les Chinois faire l'éloge de la mondialisation. C'est courant. Et quand moi-même je fais une critique de la mondialisation, ça ne leur plaît pas trop. Ils se demandent pourquoi je fais ces critiques. Mais là, je leur réponds, mais parce que la mondialisation, vous avez su vous en protéger. Vous avez vu vous en protéger de diverses façons, ce que nous ne faisons pas, de diverses façons d'abord. Quand vous êtes entré dans l'OMC, d'accord, vous avez baissé vos droits de douane, mais aussi vous avez multiplié les barrières non tarifaires. Par exemple, des lourdes taxes à l'importation. Ce qui était d'ailleurs au passage tout à fait conforme aux idées de Keynes. C'est pour ça que je veux dire, on est quand même très proche de Keynes. Parce que Keynes disait, quand la demande vient surtout de l'étranger plus que du pays, c'est dangereux. Donc à ce moment-là, un peu de protectionnisme est une bonne chose. Pour protéger la demande intérieure sur laquelle on peut agir. On ne peut pas agir sur l'extérieur. Et de fait, ce protectionnisme, car c'en est un, il est limité, a bien servi la Chine. Deuxièmement, la Chine pratique le contrôle des capitaux. Là, je viens de vous parler de la mondialisation commerciale. Mais maintenant, la mondialisation financière. Eh bien, la mondialisation financière, la Chine s'en protège par un contrôle strict des capitaux. Au-delà d'un pour les échanges commerciaux, il n'y a pas de contrôle de capitaux. Mais pour l'entrée des capitaux, les investissements directs étrangers ou les autres investissements, pour l'entrée des capitaux, il faut une autorisation au-delà d'un certain montant, l'autorisation administrative. Pour sortir des capitaux, il faut une autorisation administrative. Si bien que la fuite des capitaux est quand même difficile. Elle existe, elle va vers Hong Kong, mais elle est difficile. Non seulement, donc, ce contrôle des capitaux permet de contrôler la mondialisation financière, mais encore, lorsqu'on laisse rentrer les capitaux, on les fait sous des conditions strictes. Notez que les investissements directs des multinationales en Chine se font généralement sous la forme de co-entreprises. Quand les banques prennent des participations dans les grandes banques chinoises, ou même dans d'autres entreprises publiques, c'est toujours des participations très minoritaires. Nous ne sommes pas en France ici. Alors, donc, elle s'est protégée de la mondialisation financière. Bon, vous voyez que c'était efficace. J'ajoute, et j'aurais fini,
sur cette partie, que la Chine contrôle enfin la valeur de sa monnaie. Elle ne la laisse pas flotter librement. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment elle fait, parce que ça prendrait un petit peu de temps, mais elle contrôle la valeur de sa monnaie. Donc vous voyez que pour toutes ces raisons, on peut parler d'un keynésianisme adapté à la mondialisation, avec ce qu'il faut de protection, pour qu'on ne soit pas perturbé ou même démoli par la mondialisation. C'était ma première partie. Et arrivé là, vous pourriez me dire, ou je peux me dire à moi-même, bon, dans le fond, nous avons là affaire à une forme de capitalisme. Un capitalisme relativement sain, un capitalisme de compromis social, puisque les salariés sont plutôt soutenus dans leur demande, un capitalisme un peu du type social-démocrate, quelque chose qui ressemblerait à ce capitalisme que nous avons connu pendant les 30 glorieuses. Ça pourrait être que ça. Et ma foi, j'oserais dire, ça serait déjà pas si mal. Mais c'est peut-être autre chose aussi. Alors j'en viens donc à ma deuxième question. Est-ce qu'il y a en Chine quelque chose comme une ébauche d'un socialisme de marché? Pour cela, eh bien, il faut utiliser une grille. Et j'utilise ma propre grille, qui est discutable, mais bon, je vais m'en servir. L'audition est toujours bonne, parce que je vois que je balade mon micro. C'est mieux, oui, de rester plus stable, mais vous savez, j'ai toujours du mal avec ça. Bon, je vais essayer. Oui. Ouais. Parce que vous avez une barre qui est autour de vos épaules. Ah, d'accord. Bien. Alors, socialisme de marché, expérience historique nouvelle, voilà ma grille. Selon moi, le premier critère pour parler d'un socialisme de marché, ce n'est pas, contrairement à ce que on pourrait croire, ce n'est pas la propriété, c'est l'existence de choix collectifs. De choix collectifs par lesquels une société se fixe des orientations, démocratiquement. Faisons l'opposition, la différence entre ces choix collectifs. Parmi ces choix collectifs, il y aura aussi le choix de certains biens sociaux, bon, très bien, mais ces choix collectifs et les choix privés. On peut dire, pour simplifier, que l'Union soviétique, tout était choix collectif. C'est-à-dire que l'État décidait de tout. Il décidait de la hiérarchie des besoins, décidait du prix du pain, et décidait de tout. Et là, nous pouvons donner raison au libéralisme sur ce point. La plupart des choix sont des choix privés qui doivent être laissés à la liberté des individus. Mais si on n'avait qu'une société abandonnée aux individus, nous aurions une société atomisée, nous aurions une société en tout cas qui n'aurait rien de socialiste. Alors, des choix collectifs. Eh bien, qu'en est-il en Chine? Alors, c'est là que vous m'attendez au tournant. Qui effectue les choix collectifs en Chine? Bon, évidemment, c'est le Parti communiste chinois. Au nom du peuple, dit-il. Au nom du peuple. C'est toujours, il y a toujours la référence au peuple. On vient des masses, on va aux masses, toujours au nom du peuple. Bon, je ne vais pas entrer maintenant dans cette discussion politique. Je dois vous dire que les aspects politiques du système, je ne les connais pas très bien. Il y a des choses qui m'échappent et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais juste 2 ou 3 remarques. Ce parti politique chinois, ce PCC, qui a 80 millions de membres, ne gouverne pas tout seul. Juste 2 points. Il consulte beaucoup. Il consulte notamment par le biais de ce qui s'appelle là-bas la conférence consultative du peuple chinois. C'est une institution qui n'est pas
potiche, qui n'a pas un rôle négligeable. Pour aller vite, je dirais que c'est un peu l'équivalent de notre Conseil économique et social, sauf que notre Conseil économique et social ne sert à rien. Là, il y a vraiment des consultations, et il y a des propositions, et même des propositions de loi, qui viennent de ce comité, de cette conférence consultative du peuple chinois. Et puis, il y a toute une floraison d'autres formes de consultation que je ne connaissais pas et dont vous n'entendrez jamais parler dans la presse, dans nos médias. C'est des formes de démocratie délibérative. Je dis délibérative parce qu'il ne s'agit pas simplement ici de consulter comme quand vous faites, je ne sais pas moi, quand vous faites une enquête d'utilité publique. Il ne s'agit pas simplement de consulter, il s'agit donc de prendre le pouls de la population, un petit peu comme dans les sondages d'opinion. Il s'agit vraiment de mettre les acteurs du terrain, de les mettre en situation de dire ce qu'ils pensent et de faire des propositions, et même des propositions de loi. Alors, je vous renvoie là-dessus, si la chose vous intéresse, et je n'en dirai pas beaucoup plus, à un article que j'ai fait publier dans La Pensée, un article, je vais même vous donner le numéro de La Pensée, la revue La Pensée, c'est le numéro 383. C'est un article d'un Chinois, mais extrêmement précis, énormément d'informations. Par exemple, sur les auditions publiques. Par exemple, je me souviens que, un exemple qui vient à l'esprit, une audition publique auprès des citoyens, des gens de la ville, c'était qu'est-ce qu'on adopte comme mesure concernant certaines exemptions sur l'impôt sur le revenu. Bon, le champ est consulté là-dessus. Nous, on ne consulte pas là-dessus. C'est consulté là-dessus, ils disent ce qu'ils en pensaient. Bon, il y a aussi, en Chine, et je ne dirai pas, je m'arrêterai là, il y a aussi dans plusieurs villes des expériences de budget participatif, comme celle que l'on a connue en Amérique latine. Donc vous avez une floraison d'institutions qui sont intéressantes. Vous avez beaucoup de chiffres, énormément de chiffres dans l'article en question, et qui montrent que ce parti communiste prend bien soin tout de même de consulter, chercher des idées en dehors de lui. Ceci dit, évidemment, nous sommes loin de ce qu'on peut appeler une démocratie qui décide des choix collectifs comme on pourrait le souhaiter, mais ça, c'est une autre affaire. Deuxième trait de ma grille, pour un socialisme de marché, l'existence d'une planification. Alors là, nous avons en Chine un trait qui est indiscutablement présent. Moi, je suis toujours très impressionné par la planification à la chinoise. Ce n'est pas la planification impérative d'autrefois, où on donnait des ordres de transfert. C'est une planification incitative, qui agit sur toutes sortes de leviers, la fiscalité, taux d'intérêt, différentiel, les subventions, les commandes publiques, tout ça. Mais c'est une planification remarquablement efficace. Plus efficace même que celle que nous avons connue. Pour les personnes âgées comme moi, on se souvient peut-être de la planification de l'époque gaulienne. Il y avait des plans, il y avait un commissariat au plan, et, ma foi, les résultats n'étaient pas mauvais du tout. Ils ont été atteints. La planification chinoise, moi, elle m'épate. C'est-à-dire, chaque année, ou presque, je fais l'effort de lire le discours du Premier ministre devant l'Assemblée nationale populaire. Bon, il y a beaucoup de langue de bois, c'est fatigant, mais il y a, voilà ce que nous avions décidé de faire. Voilà quels étaient nos objectifs, et voilà ce que nous avons fait. Et dans l'ensemble, ce qui a été fait correspond aux objectifs. Et puis ensuite, il y a les limites, ce qu'il faudrait faire, etc. Mais tout ça est très très précis, très chiffré. C'est pas des idées, c'est pas des pourcentages, c'est pas des idées vagues. C'est en milliards ou en millions de yuan. C'est très précis.
Et là, donc, voilà une planification qui montre, ce qui nous montre qu'une planification incitative peut fonctionner très efficacement. Troisième trait distinctif du socialisme, alors on va voir ce qu'il en est de la Chine, c'est l'existence de services publics. Qu'en est-il? Les services publics, je ne vais pas faire un dessin, les services publics, je crois que c'est essentiel au socialisme, que c'est même ce qu'il y avait relativement, les quelques aspects socialistes qu'il y avait dans nos pays, c'était ces services publics. En tant qu'ils sont le fondement de la citoyenneté politique, à travers l'éducation, notamment, mais aussi de la citoyenneté économique, à travers la formation, mais aussi de la citoyenneté sociale. Bon, alors, c'est dans un régime qu'on pourrait appeler socialiste, c'est